Que diriez-vous de construire un laboratoire de chimie dans l'espace? C'est une idée a priori fascinante et excitante. Mais la première question à se poser avant de se lancer dans une telle entreprise est de se demander pourquoi. Est-ce bien raisonnable? L'espace, c'est loin. En tout cas, plus loin qu'un laboratoire dans une université ou dans un centre de recherche. Aller dans l'espace, c'est cher aussi, et ce n'est pas donné à tout le monde. On emporte le minimum de choses quand on va dans l'espace. Il faut prendre le moins de place possible, être le plus léger possible et consommer un minimum d'énergie. Pourquoi donc aller dans l'espace pour faire des expériences d'exobiologie et d'astrochimie alors que c'est vraiment très compliqué? Eh bien, parce que le rayonnement des étoiles joue un rôle crucial dans l'évolution des molécules organiques, dans les environnements astrophysiques, dans les atmosphères et sur les surfaces des planètes. Ici, vous pouvez voir à gauche le Soleil en fausse couleur dans le domaine des longueurs d'onde ultraviolettes. Sur la droite, vous pouvez aussi voir un rappel des domaines de longueur d'onde du spectre électromagnétique. Les longueurs d'onde augmentent de gauche à droite, mais l'énergie, quant à elle, augmente de droite à gauche. Le domaine des UV, des ultraviolets, est entre 10 et 400 nanomètres, juste à la gauche du domaine que nous connaissons bien, le visible, entre 400 et 800 nanomètres. L'UV est donc plus énergétique que le visible. Dans le système solaire, les photons UV émis par le Soleil sont à l'origine de l'essentiel de l'évolution chimique. En particulier, dans le domaine qu'on appelle VUV, l'ultraviolet du vide, entre 100 et 200 nanomètres. Ce type de rayonnement peut être à l'origine de la construction de nouveaux composés et être à l'origine d'une augmentation en complexité moléculaire chimique. Ou à l'inverse, le rayonnement UV peut être la cause de la destruction des structures chimiques les plus élaborées. Ainsi, les photons UV solaires initient une chimie exceptionnellement complexe dans l'atmosphère de Titan. Cette chimie transforme des composés organiques gazeux comme le méthane en aérosols solides extrêmement complexes. Ce processus peut aussi avoir eu lieu dans l'atmosphère de la Terre primitive. Les UV peuvent également effacer les traces organiques de la vie passée à la surface de planètes telles que Mars et détruire les molécules organiques présentes dans des météorites. Dans le milieu interstellaire, le rayonnement UV, en plus des rayonnements cosmiques, est également responsable de l'évolution chimique et de l'extraordinaire diversité en molécules organiques qui y est détectée. Ces molécules sont détectées soit en phase gazeuse ou bien en phase solide, par exemple dans des mélanges de glace interstellaires qui sont condensés à la surface de petites particules solides. Un héritage de cette chimie complexe pourrait même être trouvé dans le matériau cométaire et la poussière interplanétaire. Bien sûr, une fraction importante de ce matériau interstellaire a aussi pu être reprocessée, travaillée, transformée dans la nébuleuse présolaire, mais là aussi, à nouveau, le rayonnement de notre étoile aura été à l'origine de ces transformations. Il existe donc de très nombreux programmes expérimentaux en laboratoire dont l'objectif est d'étudier la photochimie des environnements extraterrestres. Ils font appel à des lampes qui doivent simuler le mieux possible le rayonnement de notre étoile. Mais c'est loin d'être évident. Si pour des longueurs d'onde supérieures à 200 nanomètres, les simulateurs de laboratoire sont assez fiables pour reproduire le rayonnement solaire, il n'en est rien pour des longueurs d'onde inférieures. Ici, vous pouvez voir à gauche le spectre d'émission entre 100 et 200 nanomètres pour le Soleil. Dans cette gamme de longueurs d'onde, vous voyez une longueur d'onde caractéristique qui s'appelle Lyman alpha à 122 nanomètres, qui est la bande d'émission principale de l'hydrogène. Sur la droite, vous allez voir l'équivalent de ce qui se fait en laboratoire. Vous retrouvez la bande à Lyman alpha à 122 nanomètres, mais aussi des bandes d'émission autour de 160 nanomètres qui viennent bouleverser le spectre d'émission en laboratoire par rapport au spectre d'émission du Soleil. On peut aussi utiliser du rayonnement synchrotron, mais les surfaces d'irradiation sont très réduites et la longueur d'onde ajustée sur une plage très restreinte. En plus, dans l'espace, il n'y a pas que le rayonnement UV qui est à la manœuvre pour la chimie. Il faut aussi compter sur les particules du vent solaire et le rayonnement cosmique. C'est pour cette raison que les expériences en laboratoire doivent être complétées par des expériences qui sont difficiles à mettre en œuvre, certes, mais
indispensable pour une bonne compréhension de la photochimie en dehors de la Terre. Et ces expériences, on peut les faire en orbite autour de la Terre. Donc, allons dans l'espace. Mais où précisément ? Sur cette figure, vous pouvez voir les principaux types d'orbites qui sont utilisés par des satellites. Vous avez l'orbite basse terrestre, qui est autour de quelques centaines de kilomètres et au sein de laquelle se trouve par exemple la Station spatiale internationale. Et vous avez aussi les orbites qui sont très connues, les orbites géostationnaires à plus de 30 000 kilomètres de la Terre, à précisément 36 000 kilomètres de notre planète. Vous avez aussi des orbites qu'on appelle des orbites héliosynchrones ou des orbites polaires qui vont passer au-dessus des pôles de notre planète à quelques centaines de kilomètres. Il existe donc diverses orbites et évidemment les plus proches sont les plus simples et les plus accessibles mais aussi les moins coûteuses. Pour ce qui concerne ces orbites, celles qui se trouvent en orbite basse, vous pouvez voir sur cette figure qu'elles sont protégées de l'environnement astrophysique par les ceintures de Van Allen. C'est-à-dire que la plupart des particules solaires énergétiques et la plupart des rayonnements cosmiques vont être filtrés par la ceinture de Van Allen externe et la ceinture de Van Allen interne. Donc quand on est en orbite terrestre au niveau de la Station spatiale internationale, en orbite terrestre basse, vous allez essentiellement recevoir le rayonnement solaire et être privé de ces rayonnements beaucoup plus énergétiques. Par contre, si vous accédez à des orbites polaires, vous pouvez voir que comme le champ magnétique terrestre rentre au pôle nord et au pôle sud de notre planète, les particules énergétiques peuvent à ces endroits-là rentrer plus proche de la Terre et si on choisit une orbite polaire, on peut obtenir des radiations bien plus importantes. Si on expérimente sur la Station spatiale internationale, la priorité est bien sûr de protéger les astronautes qui y vivent, donc hors de question d'aller dans des domaines avec des champs de radiation qui sont intenses. Donc, on se positionne dans un premier temps sur l'orbite basse, la Station spatiale internationale, et dans un premier temps, on se contente, pour l'essentiel, des photons ultraviolets du Soleil. Sur ce tableau, vous pouvez voir la liste des principales expériences d'astrochimie qui ont été effectuées au cours de ces dernières années. Les premières ont eu lieu au début des années 1990 sur un satellite qui s'appelait Eureka, et l'expérience ERA était consacrée à l'exposition de différents matériaux, dont certaines molécules chimiques d'intérêt exobiologique. Ensuite, les capsules photons ont été utilisées par l'Agence spatiale européenne avec l'interface Biopan qui a servi à exposer une multitude d'échantillons, que ce soit des échantillons biologiques ou des échantillons chimiques. Plus récemment, la Station spatiale internationale a été utilisée de manière intensive pour des expériences en utilisant soit la plateforme européenne qui s'appelle Expose sur sa version Expose-E, Expose-R, Expose-R2 au fil des années, ou alors une plateforme japonaise qui s'appelle Tampopo qui a servi aussi à exposer différents échantillons d'intérêt biologique ou astrochimique. Quelques belles images pour rêver. Ici, vous voyez en 1993 une navette spatiale qui vient récupérer le satellite Eureka et à la surface de ce satellite Eureka, vous avez une série d'expériences qui ont exposé des échantillons au rayonnement solaire en orbite basse. Ici, quelques années plus tard, vous voyez à l'extérieur d'une capsule russe Photon l'expérience européenne Biopan, à l'intérieur de laquelle une multitude d'expériences d'exposition ont été combinées et ont été envoyées en orbite autour de la Terre. Ici, vous voyez ce module Biopan ouvert. Il s'agit de deux parties qui font environ une quarantaine de centimètres de diamètre et dans laquelle cohabitent des expériences de biologie et des expériences d'astrochimie. Parmi toutes ces expériences, vous pouvez voir notamment l'expérience d'astrochimie Uvolution. Quelques jours après le lancement, environ 2 semaines après, la capsule redescend sur Terre et les scientifiques récupèrent les échantillons qui sont dans Biopan et peuvent les analyser dans leur laboratoire. Plus récemment, vous voyez sur cette magnifique image prise depuis une navette spatiale à l'extérieur de la Station spatiale internationale, le module d'exposition Expose en novembre 2009. Sur ce module d'exposition,
les échantillons sont soumis au rayonnement solaire dans l'environnement de l'orbite basse terrestre. Quel est le principe général d'une expérience d'astrochimie en orbite? Ici, vous voyez le schéma de la plateforme européenne EXPOSE. Cette plateforme européenne est composée de compartiments qui constituent les expériences en elles-mêmes. Ces compartiments, en général, sont composés de deux couches. Une couche externe, sur laquelle sont ajustés les échantillons qu'on veut exposer à l'environnement extraterrestre, et une couche juste en dessous qui ne reçoit aucun rayon ultraviolet, mais qui connaît exactement les mêmes conditions que les autres échantillons, par exemple des fluctuations de température, et ça nous permet de faire la part de la transformation chimique qui est liée à l'irradiation UV vis-à-vis de la part de la transformation chimique qui serait liée à un simple cyclage thermique. Dans ces plateaux d'exposition, vous pouvez ajuster des cellules, et ces cellules sont, la plupart du temps, constituées d'un hublot en fluorure de magnésium, qui est un matériau qui laisse passer le rayonnement ultraviolet jusqu'à 115 nanomètres, donc on est bien dans le domaine qu'on appelle VUV, et sous ce hublot en fluorure de magnésium, on peut déposer une couche de matière organique qu'on va analyser au laboratoire avant le départ dans l'espace, et au retour de l'expérience sur Terre, on va analyser l'échantillon et on pourra ainsi en déduire les transformations initiées par le séjour des échantillons dans l'espace. Vous avez ici sur cette image la représentation de ce qu'on appelle des cellules ouvertes. Et sur ces images ici, vous pouvez voir la représentation de ce qu'on appelle des cellules fermées, dans lesquelles on va pouvoir emprisonner un mélange de gaz. Donc on peut analyser la dégradation et l'évolution d'un mélange qui simule la composition d'une atmosphère, par exemple l'atmosphère de Titan, et combiner ça à la dégradation d'échantillons solides. Si on veut pousser dans les derniers raffinements de ce qu'on peut faire en orbite terrestre, vous avez ici l'exemple d'une cellule qui nous permet de simuler l'environnement à la surface de Mars. Vous retrouvez le contexte d'une cellule fermée avec un hublot en fluorure de magnésium qui pointe vers l'extérieur, et à l'intérieur de la cellule, on va mettre un filtre, car le rayonnement UV solaire à la surface de Mars est filtré en partie par la présence de l'atmosphère martienne, qui est plus mince que celle de la Terre, mais qui est quand même néanmoins présente et absorbe une partie du rayonnement solaire. Et en rajoutant un hublot en KBR, on va pouvoir reconstituer un équivalent du rayonnement ultraviolet qui atteint la surface de Mars. Un point important à ne jamais négliger quand on fait des expériences en orbite, c'est qu'il faut toujours, et c'est extrêmement important, faire une expérience de contrôle au sol. Si on se contente d'envoyer des échantillons en orbite et de se fier uniquement à ce qui a été fait en orbite, on va avoir beaucoup de biais d'interprétation. Il est toujours important de faire l'équivalent au sol avec des simulateurs solaires, des simulateurs imparfaits certes, mais qui vont nous permettre d'avoir une reproduction approximative de ce qui s'est passé en orbite, et garder des contrôles qui vont rester dans le noir, à basse température, pendant toute la durée de l'expérience qui se déroule dans l'espace. Il y a eu déjà des centaines d'échantillons différents qui ont été exposés en orbite terrestre, et il est évidemment impossible de décrire tous les résultats ici. Je vais vous présenter cependant deux cas de figure particuliers qui sont liés à des briques constitutives d'une molécule importante pour le vivant, l'ARN. Ici, dans le cas de l'adénine, qui est l'une des bases nucléiques de l'alphabet génétique, présente dans l'ADN et dans l'ARN, vous voyez l'un des résultats d'une de nos expériences récentes. Sur la droite de cette figure, vous voyez le spectre infrarouge de la molécule d'adénine. Vous avez deux rangées de spectres. En haut, vous avez le spectre d'une cellule d'adénine qui a été exposée au rayonnement solaire. Sur cette série de spectres, en noir la mesure avant de partir dans l'espace, en rouge la mesure après le retour au sol. Et vous voyez qu'il y a un décalage entre les deux mesures. Et ce qu'on mesure dans ce cas de figure, c'est la dégradation de l'adénine et à quelle vitesse l'adénine est dégradée quand elle est soumise au rayonnement ultraviolet. Et c'est une donnée cinétique qui est extrêmement précieuse pour nous autres astrochimistes. Sur la rangée du bas, vous voyez l'expérience de contrôle. Cette cellule a aussi été envoyée dans l'espace.
Par contre, elle n'a pas vu de rayons ultraviolets et on voit que le signal est stable et que la molécule n'a pas été détruite ni influencée par le simple cyclage thermique lors de l'exposition en orbite terrestre. Donc l'adénine est détruite et on mesure à quelle vitesse elle est détruite. Dans ce nouveau cas de figure, nous allons nous intéresser à l'uracile. L'uracile est une nucléobase qui est utilisée dans la molécule d'ARN. Vous voyez le spectre infrarouge à nouveau. En bleu, la mesure qui a été faite avant de partir dans l'espace. Et en vert et en rouge, des mesures qui ont été effectuées sur 2 cellules d'uracile qui sont revenues sur Terre après près de 2 ans d'exposition. Et là, vous voyez que le cas de figure est très différent. On voit une diminution de l'intensité des bandes, mais aussi un changement de la nature du spectre qui est observé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement l'uracile est détruite, mais qu'elle se transforme en une autre molécule. Dans le cas précédent, l'adénine était détruite et ses produits de dégradation étaient perdus dans l'espace, sous forme gazeuse. Là, il reste quelque chose sous forme solide. Donc, que fait-on dans ce cas de figure? On va essayer de reproduire l'expérience en orbite pour qualifier des méthodes d'analyse adaptées à la caractérisation de cette nouvelle molécule. Comme on a très peu d'échantillons qui sont envoyés dans l'espace, on n'a pas envie de faire des tests d'analyse et de gâcher nos précieux échantillons. Donc, on reproduit en laboratoire. Et ce que vous pouvez voir sur la droite, c'est un spectre de masse du produit qui a été synthétisé par photolyse de l'uracile. Et nous avons pu déterminer qu'il s'agit de dimères d'uracile selon différents modes de configuration que vous pouvez voir en bas à droite. Quel est le futur de ces expériences en orbite? L'une des limites actuelles, qui est très forte, est que nous préparons les échantillons, nous les analysons, ils partent 15 jours, 1 an, 2 ans en orbite. On ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît juste que le résultat une fois les échantillons de retour dans nos laboratoires. Actuellement, nous sommes plusieurs équipes à développer des nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences permettraient d'incorporer à la plateforme d'exposition l'outil d'analyse en lui-même. C'est le cas de l'expérience IR-Coaster, dont vous avez un schéma sur cette représentation, IR-Coaster pour Infrared Cubic Orbital Astrobiology Exposure Research. Le principe est le suivant. Les échantillons sont exposés de la même manière que précédemment au rayonnement solaire, mais nous avons un spectromètre infrarouge qui va, à des pas de temps prédéterminés, analyser les échantillons. Les données sont soit stockées sur une carte mémoire et récupérées lorsque l'expérience est redescendue sur Terre, ou alors, dans certains cas de figure, on peut imaginer que les données soient transmises en direct sur Terre et les chercheurs peuvent commander des nouvelles mesures, affiner le pas de mesure ou au contraire l'élargir s'il ne se passe rien d'intéressant à des intervalles de temps trop courts. L'expérience IR-Coaster mesurera environ 20 x 30 x 60 cm, c'est à peu près la taille d'une petite boîte à chaussures, et permettra d'exposer plus d'une vingtaine d'échantillons au rayonnement solaire. Les premiers tests seront effectués sur des molécules comme la glycine et l'uracile, qui sont des molécules assez importantes et iconiques en exobiologie. IR-Coaster est développé par l'Agence spatiale française, le CNES et le laboratoire LISA. L'Agence spatiale européenne développe aussi de nouvelles facilités d'exposition en orbite. Sur cette figure, vous voyez le principe de l'expérience EXPO qui partira pour la Station spatiale internationale et qui regroupe plusieurs expériences d'astrochimie comme ExoCube Chem qui analysera les échantillons par spectrométrie infrarouge comme pour IR-Coaster, mais aussi OreoCube où cette fois-ci les échantillons seront suivis par spectrométrie ultraviolette. Le futur aussi de ces expériences est de quitter l'orbite basse. Comme je vous l'ai expliqué, en orbite basse, nous sommes protégés des rayonnements les plus énergétiques. Et nous voudrions avoir accès aux particules du vent solaire, au rayonnement cosmique. L'une des méthodes, sans forcément avoir à accéder à des orbites de type géostationnaire et s'éloigner énormément de la Terre, est de choisir une orbite polaire. En choisissant une orbite polaire qui peut tourner à environ 800 ou 1000 km autour de la Terre, vous allez
de temps à autre sortir du champ magnétique de la Terre et donc être soumis à des radiations beaucoup plus intenses que lorsque vous êtes en orbite basse. Ce type d'expérience peut être idéalement faite en utilisant des CubeSats, des mini-satellites. Plusieurs projets existent. Le projet de la NASA OREOS qui a déjà volé en 2010-2011 avec un analyseur UV et les futurs projets français et européens comme IRCopter et SpectroCube qui partiront prochainement pour réaliser ces expériences dans ces environnements qui n'ont pas encore été explorés avec la singularité d'avoir des mesures dans le domaine infrarouge. Que peut-on faire de mieux après ces projets ? On sait analyser des échantillons solides, plutôt à température ambiante. On sait maintenant analyser des mélanges gazeux. Une grande partie de la chimie qui nous intéresse en astrochimie et en exobiologie est une chimie qui a lieu dans des environnements glacés, dans des nuages moléculaires, à l'intérieur des comètes ou dans les glaces qui ont servi à former les comètes, ou encore à la surface des satellites glacés comme Europe. Là, on est face à un nouvel enjeu de taille puisqu'il faudra réussir à refroidir les échantillons tout en les exposant au soleil. Et donc, en étant exposés au soleil, ils vont être réchauffés. Et donc, il faudra trouver la bonne procédure, le bon dispositif expérimental qui permettra d'exposer des glaces dans le futur, en plein soleil et soumis au maximum de radiation qu'on peut envisager.